Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Nous attendons Marianne Lanaver qui va nous rejoindre. Marianne? Marianne, oui, au moins tu apparais. On a ton visage. Est-ce que ta voix, tu peux prendre la parole? Ouais, bonjour, bonsoir à tous. Ah, super. Voilà. Vous Bon, m'entendez? mariage, pour moi, tu as une image fixe, mais on t'entend très bien. Donc on va démarrer et D'accord, peut-être que la liaison sera meilleure tout à l'heure, si tu veux bien. d'accord. D'accord? Ok, Donc, on démarre. bonsoir et bienvenue à Penser le Présent. Vous savez que c'est le rendez-vous hebdomadaire de la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Et merci à l'équipe qui a permis cette rencontre sur Instagram direct. Instagram direct que nous continuerons tout au long du mois de juin avec de belles rencontres, comme celle la semaine prochaine, le 11 juin, avec Emmanuel Ecochia, le philosophe et l'auteur du best-seller La vie des plantes, et puis plus récemment de Métamorphose. Puis le 18 juin avec Jeanne Burgar-Goutal pour son essai sur l'écoféministe. Et enfin, on terminera la saison avec l'artiste Sarah Zé à l'occasion de son exposition à la galerie Marianne Goodman et qui nous fera l'honneur de dialoguer avec nous en direct de New York. On espère que tout cela fonctionnera. Aujourd'hui, on reçoit Marianne Lanaver en direct du Limousin. Bonsoir. Donc, voilà. La semaine dernière, nous étions dans le Kent avec Anna Collin. Donc, Marianne a quelques difficultés de liaison parce que il y a eu un gros orage, comme vous le savez, hier, et ça entraîne quelques désordres avec le net. Ce que je veux dire d'abord pour introduire Marianne Lanaver, c'est que de 2005 à 2011, elle a été directrice de la galerie le Centre d'art contemporain de Noisy-le-Sec, où elle a réalisé une vingtaine d'expositions qui traduisaient déjà des recherches liées au paysage et à la perception. Depuis 2012, elle dirige le Centre international d'art et de paysage de Vassivière, dans le parc naturel de Mille Vaches, au cœur donc du Limousin. Donc, bonsoir Marianne. Bonsoir. Tu es directrice d'un centre d'art et de paysage. Pour le mot art, même s'il y a une pluralité de définitions, on pense savoir à peu près ce que c'est, mais qu'est-ce que le mot paysage signifie dans le contexte particulier d'un centre d'art? Effectivement, ce centre d'art est très particulier parce qu'il s'inscrit dans la géographie du plateau de Mille Vaches qui se situe dans les contreforts du Massif central. C'est un territoire rural, mais où le pastoralisme a été remplacé par la plantation de forêts, surtout des conifères. Cette transformation du paysage a été complétée à la fin des années 40 par la création de lacs de barrages pour produire de l'électricité hydraulique. Ta parole est coupée. On a... Ouais. Oui. Et à partir des années 70, par l'électricité nucléaire, parce que tous ces lacs, dont le lac de Vassivière, qui est le plus grand, alimentent en eau la centrale nucléaire de Civaux, qui est à 150 km sur la Vienne. Ce paysage, en fait, il fait l'objet de politiques d'aménagement et d'exploitation des ressources, auxquelles, en fait, s'est ajouté dans les années 60 le tourisme comme activité économique. C'est en fait une exploitation qui ne se voit pas. Pour reprendre le titre d'une exposition du groupe Rado, d'anciens étudiants d'ailleurs de l'École des Beaux-Arts de Paris, que j'avais invité à Vassivière et qui étaient en résidence à Peuple et Culture Corrèze. Comme ces campagnes en fait avaient été désertées progressivement et que les grandes villes sont assez loin, puisque Limoges est à 60 km, ce sont des lieux peu peuplés et donc des espaces dits naturels qui sont plus présents, ce qui permet en fait qu'on s'y relie, on se relie à la nature un peu plus qu'ailleurs. L'histoire du centre d'art, elle commence au début des années 80 avec l'initiative d'artistes locaux et d'amateurs d'art qui créent un symposium de sculpture sur granit en plein air qui devient un parc de sculpture avec Dominique Marchès en 86 et conjointement à la construction d'un bâtiment pouvant accueillir des sculptures toute l'année. En fait, Dominique Marchès il continue à commander des sculptures en plein air dans les années 90,
qui appartiennent plutôt à l'histoire du land art et de l'art in situ. Et c'est Guy Tortosa qui ajoute au nom du Centre d'art de Vassivière le mot paysage en 2002 pour en fait affirmer une dimension artistique du paysage lui-même. Et il associe le paysagiste Gilles Clément à sa réflexion. Gilles Clément qui crée une charte paysagère Boire l'eau du lac en 2004 pour Vassivière. Et il travaille aussi les liens art et paysage dans le sens où il relève l'un et l'autre d'expériences esthétiques et qu'il crée un rapport sensible en fait au monde. Moi, j'ai continué à commander des œuvres à des paysagistes comme Liliana Motta, Ejo Coopérative, Atelier Bivouac, les Espaces Verts, en plus des artistes plasticiens, plasticiennes. Mais j'ai surtout considéré Oui. par exemple des expos sur la nature ou sur l'écologie, mais comme l'expression d'usage, de multiples usages en fait qui nous relient au vivant en fait sous toutes ses formes. Donc je suis intéressée par des formes artistiques bien sûr, mais aussi non artistiques qui ne se désignent pas comme artistiques, mais qui sont tout autant sensibles au croisement de pratiques énergétiques et des pratiques de la terre respectueuses du vivant. Et justement, Marianne, tu sais que cette politique, elle pose un certain nombre de difficultés. Il y a de nombreux centres d'art à travers le monde qui infléchissent le modèle classique du centre d'art. Le centre d'art écrin, hein, qui est habituellement, je dis écrin parce qu'il servait de présentation aux œuvres d'art, et ils ont infléchi ces centres d'art pour en faire des espaces de réflexion et de concertation en lien avec leur environnement. Certains radicalement font très peu d'expositions, comme Béatrice Josse au magasin de Grenoble, hein, c'est maintenant le magasin des Horizons d'ailleurs. Et à Vassivière, qui travaille de cette façon, tu cherches à composer avec ton environnement et les communs. Qu'est-ce que cela implique pour l'équipe, mais aussi pour les artistes que tu invites? Alors, c'est vrai qu'un centre d'art écrin, c'est une carte finalement assez facile à jouer pour nous parce qu'on a un bâtiment signé Xavier Fabre et Aldo Rossi. Et c'est prendre en compte aussi le contexte comme cadre où les expositions renvoient à l'histoire de la transformation de ce paysage et à l'histoire locale. Là aussi, ça se fait dans d'autres centres d'art et dans d'autres résidences. Mais ce qui est beaucoup plus risqué en tant qu'institution, c'est de se laisser vraiment pénétrer par la vie locale, pas seulement comme un public qu'on voudrait faire venir, voilà, comment toucher les habitants, mais plutôt comme un milieu qui agit sur nous et comment nous artistes qui vivent ici et à celle des habitants, d'autant que c'est un territoire pour rester vivant, ce territoire rural dans lequel on vit, il est marqué par des alternatives. Pas seulement des alternatives dans le sens d'une transition écologique, mais aussi contestataires de l'institution, des politiques culturelles et du système de l'art. Donc, plus l'équipe du centre d'art va s'engager sur place, participer à la vie associative, à la vie des villages, plus elle va questionner les manières de travailler, la gouvernance, les mécanismes aussi de domination par les savoirs, surtout les écueils de la médiation culturelle qui nous figent un peu dans les rôles attribués aux artistes et au public. Et les artistes que nous invitons, en fait, ils ne perçoivent qu'une toute petite partie de ces questions qui nous traversent. Évidemment, on essaye de les faire venir plusieurs fois, d'organiser différents temps de rencontres, résidences, expositions, mais aussi des colloques. Et puis surtout, de laisser des temps informels qui permettent là des vraies rencontres, en fait.
Justement, le temps de travail des artistes invités à Bassivière, ça devient un temps long. Comment c'est possible de faire cohabiter ce temps avec le temps des instituts de la consommation culturelle qui est lui de plus en plus court? Oui, alors nous, on s'adapte en fait aux besoins des artistes. Certains préfèrent venir sur des temps très courts, mais plusieurs fois. D'autres ont besoin de vivre sur place en résidence 3 ou 4 mois. Et l'équipe, elle incite les artistes à participer à des moments de vie dans les villages. Ce sont pas ces moments-là qui sont en apparence les plus productifs. C'est-à-dire parfois l'artiste vient avec un projet de produire une œuvre avec telle ou telle technique. Mais finalement, ce sont dans ces moments informels qu'ils apprennent le plus. Car ici, ça prend du temps d'avoir accès à ces savoirs vernaculaires qui ne se donnent pas tout de suite, à comprendre ce qui habite vraiment les personnes qui vivent ici, leurs croyances par exemple. Et en fait, notre rôle, c'est plutôt de freiner cette attitude qui ont qu'ont certains artistes plutôt urbains à vouloir trop rapidement s'approprier une technique locale, puis à la rediriger pour le marché de l'art. C'est une forme d'extractivisme en fait. Et là, je n'accuse pas les artistes car nous en sommes de manière consciente ou non aussi responsables en tant qu'institution d'art contemporain. Mhm. L'idée, ce n'est pas de opposer le local à la globalisation internationale, mais d'essayer de travailler un réseau translocal avec d'autres lieux qui se posent les mêmes questions sur l'aménagement du territoire, la préservation des espaces naturels, la question du tourisme, des problématiques qu'on a du mal à résoudre, et en rentrant en réseau avec d'autres lieux dans le monde qui sont aussi très actifs à une échelle locale, on arrive à mieux se positionner. Et comment tu organises alors peut-être qu'on va y revenir après, oui, le tissage entre les pratiques artistiques et les pratiques vernaculaires. Tu nous donneras des exemples, mais dans un premier temps, on a parlé là du bâtiment et il y a un parc de sculptures que tu as évoqué au début. Ça, comment tu l'articules avec le bâtiment? C'est deux programmes différents ou c'est tout à fait lié? Alors, le parc de sculpture, c'est l'histoire dont on est issu, mais c'est un modèle qu'on essaye de transformer. Euh, En fait, la présence d'un bâtiment d'exposition, d'un programme de résidence et d'un parc de sculpture permet de travailler à plusieurs échelles et à des temporalités complémentaires. Euh, Même si on pense qu'il est intéressant que l'art soit diffus dans la vie, il y a nécessité pour moi d'un bâtiment, presque comme un lieu sacré, entre guillemets, pour l'expérience esthétique. Ce serait un lieu chargé en énergie. D'ailleurs, on a fait une étude en géobiologie pour une exposition à venir de Tiffaine Calmette, mais on a aussi envie que ce lieu soit une maison d'accueil pour l'hiver, notamment pour les promeneurs, les habitants. Mhm. Par rapport au parc de sculpture, tu m'as posé la question de la temporalité tout à l'heure. Oui. Mais c'est vrai qu'on essaye aussi de freiner cette consommation culturelle en inscrivant la temporalité au cœur du projet, c'est-à-dire d'imaginer les œuvres en extérieur, non pas seulement dans le lieu, dans l'espace, mais aussi dans le temps, d'inciter les habitants à revenir plusieurs fois, d'imaginer quelles auront été les œuvres disparues, celles qui sont invisibles en fonction des saisons, de considérer que l'art, c'est aussi une rencontre avec une œuvre qui se fait ou qui ne se fait pas. Et j'ai été beaucoup marquée par ce livre d'Estelle Zong Mangal et de Baptiste Morisot, Esthétique de la rencontre, parce que il pointe que finalement c'est une histoire de rencontre. Euh, il y a en fait, on va rechercher dans l'altérité de l'art l'altérité que nous avons en nous-mêmes. Et ça, c'est très difficile à transmettre, notamment dans un lieu touristique comme le nôtre. Euh, mais le fait qu'on soit sur une île
et que l'accès se fasse à pied nous aide beaucoup en fait à créer les conditions en fait de cette expérience. Très bien. Tu travailles, alors on a parlé du bâtiment, de ce très beau bâtiment, très particulier, hein. On a parlé du parc de sculpture, mais tu travailles en dehors des espaces habituels qui sont réservés aux expositions, dans les villages, dans les autres lieux. Comment opérez-vous et et peux-tu nous donner des exemples? Ouais, j'ai eu très vite l'impression que ce modèle de parc de sculpture nous enfermait un peu comme une zone de loisirs où les urbains viendraient se ressourcer. Et j'avais besoin de renouveler ce modèle que je voyais comme du hors-sol. Donc, on est allé à la rencontre des habitants dans les villages à travers d'abord des œuvres du Centre national des arts plastiques qui étaient à réactiver dans 6 villages, puis avec un programme sur 3 ans dans 9 villages autour du lac de Vassivière qu'on a appelé Vassivière Utopia. Et là, on a plutôt invité des paysagistes et des architectes parce que il m'a semblé qu'ils travaillaient en collectif, souvent avec des plasticiens, des artistes plasticiennes, de manière collective, de manière participative aussi. Ça renouvelait un peu le rapport de ce ping-pong un peu artiste-institution dans lequel on s'était un petit peu enfermé. Et ça ouvrait en fait des possibilités de travailler multiples, notamment avec l'équipe du Centre d'art. Mhm. Et est-ce que tu as des exemples alors d'action? Alors on a commandé donc là 9 interventions dans 9 villages. À chaque fois, on a demandé à des associations ou à des collectifs d'habitants de nous accompagner, de nous dire ce dont ils avaient vraiment besoin. Et le défi, ça a été de faire sortir l'art non seulement de l'île, mais aussi de la sphère culturelle en allant vers les... Non, petite coupure. Parfois, il s'agit de communes de 100 habitants jusqu'à 1000 habitants à peu près. Et il y avait vraiment des enjeux de commander plutôt des interventions qui étaient complètement intégrées euh, à l'aménagement du territoire plutôt que des œuvres qui viendraient s'ajouter. C'est la grande critique aussi que je fais parfois de la manière dont on commande les œuvres d'art. C'est que c'est un peu la cerise sur le gâteau qui arrive après l'aménagement au lieu d'être intégré dès le début. Et tu travailles avec les nouveaux commanditaires aussi, je crois. Oui, ça a été vraiment une étape importante pour nous de devenir médiateur de ce programme parce que au lieu de commander nous-mêmes les œuvres, c'est en écoutant les désirs des habitants qu'on peut les accompagner pour qu'eux-mêmes deviennent commanditaires. Et en fait, ça retourne complètement les points de vue. Ça demande aussi à l'artiste, aux artistes de repenser parfois leur travail, d'être vraiment dans des nouveaux enjeux pour leur travail qui vont peut-être, ils vont peut-être être confrontés à ce type de commande une fois. Excusez-nous pour la qualité de la liaison, on a du mal parce qu'il y a eu les orages ont causé des dégâts dans le Limousin et donc Marianne a fait de gros efforts pour pouvoir nous joindre, mais ça fonctionne pas toujours très bien. Tu nous entends, Marianne? Oui, je t'entends très bien. Bon, très bien. Je voulais dire, alors, les artistes invités à exposer au Centre d'art cherchent tous à créer des images, des récits nouveaux. Ça, on l'a compris, hein, généralement, pour répondre aux nécessités des changements sociétaux. Mais n'y a-t-il pas un effet pervers qui consiste à culpabiliser les artistes et qui, pour satisfaire un objectif social, pourrait renoncer à leur liberté de création? Qu'est-ce que tu penses de cela? C'est une vaste question que ces liens entre art et société. Euh, Quand c'est de l'artisanat, je vois vraiment une utilité de l'art qui peut créer communauté, qui peut se faire collectivement. En revanche, quand il s'agit d'un art
avec une certaine forme d'opacité que d'ailleurs je veux défendre ici, euh, contre le tout accessible. Si l'art est poésie, il peut pas y avoir une médiation forcée, euh, c'est-à-dire une forme de séparation entre la création et la rencontre avec l'œuvre. Euh, Par contre, je pense que les artistes peuvent vraiment changer le monde juste par leur manière de le regarder. Et on aurait besoin qu'ils agissent plus collectivement et dans d'autres sphères que celle de la culture. Mais c'est vrai que ça suppose un pas de côté, ce qui est pas facile quand on est en situation précaire. Et j'ai l'exemple d'un collectif d'artistes qui s'est installé récemment en Corrèze et qui sont des anciens étudiants des Beaux-Arts de Paris. L'amicale Millefeu, c'est à La Selle en Corrèze. Et je trouve qu'il y a un bel équilibre dans leur positionnement entre cette utilité sociale et la pratique artistique, entre l'autonomie et la relation à l'institution. Ce sont des artistes qui continuent leur pratique et qui, parallèlement, ont de multiples activités en apiculture, dans l'éducation, dans le cinéma. Et voilà, je suis très admirative de la manière dont ces jeunes-là se positionnent justement en milieu rural, sans faire cet extractivisme, sans profiter de ces ressources, de venir au vert, mais au contraire en apportant au territoire vraiment et en respectant les savoirs locaux. Angelica Marcoul nous a rejoint là sur la vidéo. Là, en ce moment, vous avez réouvert l'exposition d'Angelica, ou tu peux nous parler un peu de comment s'est fait cette exposition? Oui, on vient juste de la réouvrir depuis le 2 juin et c'est un grand plaisir parce qu'on l'avait ouverte seulement pendant une semaine. Angelica Marcoul, c'est une artiste qui est pour Bassivière, c'est très beau ce travail dans ce bâtiment à la fois et en lien avec la nature qui nous entoure. Il y a dans son travail, je crois, des questions très profondes, pas seulement d'actualité par rapport à l'effondrement, par rapport au réchauffement climatique, mais aussi des choses qui touchent depuis quelque temps euh, à la question de la mort, de la disparition, euh, des, la figure humaine aussi qui réapparaît depuis très peu de temps dans son travail. Et Angelica est restée. Comment c'est Est-ce que vous avez opéré de manière classique, ou est-ce que Angelica est restée longtemps dans le lieu? Parce que comme vous avez un système de résidence aussi dont on a parlé, peut-être que tu pourras dire vous sélectionnez vos résidents. Mais comment ça s'est passé? Le travail a été fait à distance, ou est-ce qu'elle est venue dans le centre? Alors, comme je disais, bah, comme on est vraiment à l'écoute des besoins des artistes, pour Angelica, comme elle a beaucoup de tournages, beaucoup de travail, elle préférait venir plusieurs fois sur des temps courts et puis prendre le temps vraiment de réfléchir, de laisser décanter. Elle a beaucoup travaillé euh, sur l'architecture avec une scénographie pour que ses œuvres puissent être vues dans les bonnes conditions. C'est une scénographie qui fait partie vraiment. Oui, qui construit une scénographie, qui construit des paysages à l'intérieur du bâtiment d'ailleurs. Voilà, et qui répondent aussi à. On te perd parfois, c'est compliqué aujourd'hui. Ouais, je suis désolée. Bon, au moins on t'entend. On te perd quelques fois. Vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, on parlait de l'exposition d'Angelica Oui. Marcoul que je suis très contente de pouvoir réouvrir. Et donc, on parlait aussi des résidents. Est-ce que tu peux expliquer, puisqu'on a beaucoup d'étudiants qui suivent notre conversation, est-ce que tu peux expliquer comment l'on peut accéder à cette résidence? Ouais.
Alors donc sur l'île de Vassivière, il y a un lieu pour accueillir dans 3 appartements différents jusqu'à 8 personnes à peu près en tout. Et on veut que cette résidence soit à la fois une résidence de recherche et de création. Donc on est biologie, histoire de l'environnement. Nos programmes de résidence sont très liés aux espaces naturels, à ce que on appelle les espaces naturels sur lesquels nous on se situe et qui font l'objet de politiques de conservation, de préservation, mais aussi de séparation des choses. Donc on interroge cette question de l'aménagement dans les espaces naturels. Par exemple, bientôt on accueillera On accueillera. Oh là là, c'est une conversation très difficile. sûrement l'objet ensuite de plusieurs temps. Après le temps de résidence, il y aura forcément des temps de restitution, de rencontres, peut-être même une publication. Marianne, tu sais, on n'a pas entendu qui tu accueilleras parce qu'il y a une Oui, coupure. Tu peux répéter? alors il s'agit de Julie Escoffier, qui est artiste plasticienne de Lyon, mais qui vit maintenant au Mexique, avec Héloïse Touement, qui est ingénieure spécialisée dans la pollution des sols et de l'eau. Donc tu reçois beaucoup d'invités qui ne sont pas des artistes, hein, comme tu le disais précédemment. Ou ce sont, par exemple, cet ingénieur où lui-même a un travail artistique en plus de son travail d'ingénierie. Non, mais l'objectif, c'est que l'ingénieur va aller à la rencontre de l'artiste pour peut-être modifier sa méthode de travail. C'est-à-dire que il s'agit pas seulement d'écriture par les mots, mais peut-être de travailler des formes beaucoup plus sensibles. Euh, Parce qu'il y a des ateliers en commun. C'est très, 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 très douloureux aujourd'hui. avec d'autres lieux. Donc ces 2 personnes iront ensuite dans les Landes pour comparer un autre territoire qui est également frappé par l'exploitation forestière industrielle. Et c'est donc à Saint-Saint. Marianne, c'est très compliqué aujourd'hui. Je crois qu'on va pas pouvoir continuer très très longtemps comme cela parce que ton image est fixe, ta voix est coupée. Je voudrais te poser une dernière question. Euh, Cette période de confinement, hein, pour ceux qui ont pu se confiner, car il ne faut pas oublier ceux qui se sont exposés volontairement ou par nécessité, a induit de nombreuses réflexions. Bruno Latour et ses équipes proposent de réfléchir à, à 2 questions principales. Si l'on veut que le monde de demain ne ressemble pas à celui d'hier, que faut-il changer? Que faut-il garder? Que faut-il jeter? À ces 3 questions. Qu'est-ce que tu réponds à que faut-il changer? Que faut-il garder? Que faut-il jeter? Oui. Alors, on a fait avec le réseau des centres d'art DCA une série de visios entre collègues, directrices. C'est vraiment très très pénible. Internet de Bruno Latour. Marianne, on ne t'entend Alors, pas, c'est toujours coupé. ce qu'on a pu élaborer ensemble, c'était qu'il y avait la nécessité de prendre plus de risques pour résister aux pressions, notamment celle des bilans chiffrés, la logique événementielle aussi, afin de prendre plus de temps pour la recherche. On avait aussi besoin de créer des espaces où l'opacité poétique dont je parlais tout à l'heure aurait sa place contre le tout disponible, le tout accessible, tout en gardant une vision ouverte sur le monde. Et cela nous demande d'agir beaucoup plus collectivement, de manière plus solidaire. Ça demande aussi de travailler plutôt l'échelle locale, dans la proximité, de s'appuyer sur nos petits
la qualité d'écoute et de rencontre qu'on privilégie avec chaque visiteur, visiteuse, contrairement aux très grosses institutions, aux grands monuments. Et on a aussi fait apparaître la nécessité de ce lien physique avec l'œuvre d'art contre une désincarnation numérique, quoi, une urgence à résister à cette dématérialisation de l'œuvre et de la rencontre avec les personnes. Marianne, enfin, puisque on va interrompre beaucoup plus tôt que prévu, hein. Normalement, on a 1 heure, mais là, c'est vraiment très difficile, ça coupe beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler des expositions futures, de tes expositions, excuse-moi, de la rentrée? Marianne, je t'ai perdu. Je suis désolé, mais je crois qu'on va interrompre cette retransmission. Les choses sont trop difficiles. On a réussi à entendre la parole de Marianne. J'espère que vous avez pu l'entendre comme moi et je vous renvoie au site d'art et de paysage de Vassivière pour que vous ayez les informations. Voilà.